Nous allons accueillir Bruno Bouchard, qui est président de l'Université Paris-Dauphine PSL depuis décembre 2024. On peut le qualifier de président engagé dans les sujets de fundraising, puisqu'il a déjà roulé sa bosse à l'international pour faire le lien avec la table ronde précédente et accompagner l'équipe de fundraising et Pauline, qui est au premier rang, que je remercie de nous avoir permis d'avoir Bruno Bouchard comme grand témoin. Donc, vous êtes allé en Angleterre, aux États-Unis. Vous allez nous parler de tout ça, j'imagine. Sinon, je vous questionnerai après. Mais voilà, je vais vous passer la parole. Vous pouvez vous installer au pupitre et l'installer un peu mieux que moi pour voilà. Ça fonctionne? Ouais. Bon, d'abord, merci pour l'invitation, merci aux organisateurs, aux organisatrices, et puis merci pour votre présence. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur la question de l'aspect stratégique pour les universités du fundraising. Tout à l'heure, on a vu des représentants d'écoles. Alors, on se ressemble beaucoup, mais peut-être que le fundraising est beaucoup moins développé quand même au niveau des universités elles-mêmes. C'est la première fois que je me prête à l'exercice, donc je vais m'y prêter très humblement, et puis je répondrai à vos questions, évidemment, si vous en avez. Alors, ce dont je voudrais vous parler peut-être, c'est commencer sous le contrôle de Pauline, donc la directrice de notre fondation, qui est au premier rang. Puis il y a d'autres représentantes. Vous parlez d'abord de ce que fait la fondation, pour comment la fondation Dauphine accompagne Dauphine, accompagne l'université. Peut-être aussi dire pourquoi les fondations universitaires demain pourraient contribuer à avoir un rôle éventuellement plus large que celui qu'a actuellement la fondation Dauphine. Je reviendrai dessus. Et en particulier quand on compare avec ce qui est fait dans les grandes universités américaines ou anglo-saxonnes au sens large. Et puis, j'aimerais insister aussi sur le fait que pour une université, et c'est pareil pour une école, il ne suffit pas de créer une fondation. Il faut créer des synergies, évidemment, entre l'université, l'école, le réseau des alumni, on en a parlé, donc c'est évidemment essentiel. Et puis, vous dire un petit peu comment on le fait à Dauphine et comment moi, je vois les choses. Et je pense que c'est partagé au niveau de la communauté dauphinoise. Alors d'abord, vous expliquer comment la Fondation soutient nos axes stratégiques. Alors c'est un peu plus que nos axes stratégiques. Je vais vous donner des exemples. Ce que fait la Fondation, c'est un peu plus que soutenir des axes stratégiques. Il y a de ça. Mais c'est surtout, enfin beaucoup en tout cas, soutenir des actions qui ne sont pas simplement dans la stratégie de Dauphine, qui sont vraiment dans l'ADN de Dauphine, qui font ce qu'est Dauphine aujourd'hui. Autrement dit, je vais vous parler d'un certain nombre d'actions, et si ces actions n'existaient pas, eh bien, Dauphine existerait, mais serait un établissement certainement très différent. Alors d'abord, depuis sa création en 68, c'est dans sa création. Dauphine est un établissement qui cultive beaucoup la pluridisciplinarité. Donc on a des laboratoires en SHS et également en mathématiques et en informatique, mais les collègues travaillent énormément ensemble, que ce soit sur le point de vue de la recherche que de la formation. On a un premier cycle qui est pluridisciplinaire. On a des diplômes qui développent des doubles compétences. Et puis on a des masters qui sont complètement pluridisciplinaires avec des informaticiens qui travaillent avec des économistes, avec des gens du management et des juristes. C'est très, très pluridisciplinaire et c'est vraiment dans l'ADN de Dauphine. Alors, quand on parle de recherche, je pense que vous le savez un petit peu, il est difficile de monter des programmes ambitieux en allant chercher des fonds publics lorsqu'il s'agit de programmes vraiment pluridisciplinaires. Parce que chaque discipline a tendance à juger à l'aune de sa discipline. Et quand on est dans des programmes très pluridisciplinaires, c'est jamais assez pour chacune des disciplines. Et donc, trouver des financements ANR, je ne dis pas que c'est impossible, mais trouver des financements ANR ou européens, ça peut être difficile. Et les laboratoires eux-mêmes, même si leurs membres cultivent cette pluridisciplinarité, la réaction du laboratoire, ça va être de dire non, moi je finance les maths, moi je finance le management, les actions pluridisciplinaires, ils vont donner quelques sous, mais pas grand-chose. Quand on va voir des mécènes, des entreprises, elles ne s'intéressent pas aux disciplines, elles s'intéressent au fond. Quand on travaille par exemple à Dauphine sur les entreprises familiales et l'investissement de long terme, ils s'intéressent peu de savoir si les gens viennent du management, de l'économie ou du droit. Par contre, ils se disent quand même qu'ils auront peut-être besoin de l'ensemble de ces compétences. Et donc, ils sont prêts à amener des financements conséquents pour monter ces programmes. Et ça, évidemment, ça passe par la Fondation. Et donc, ce véhicule de pluridisciplinarité qu'on entretient depuis 68 à Dauphine, eh bien, il est largement entretenu
par des chaires, par des initiatives de recherche, par des cercles qui sont montés au travers de la Fondation. Donc, vous voyez, c'est une première action qui est portée par la Fondation, ces programmes de recherche qui nous permettent de cultiver l'héritage de la construction de Dauphine en 68. Alors, je n'ai pas raconté la construction parce que quand même, il faut que je vous dise pourquoi c'est au cœur. En 68, en fait, quand Dauphine a été créé, donc juste après les événements de mai, hein, vous savez qu'on a dit, hop, après mai, on crée Vincennes, on crée Dauphine. Ça s'est fait comme ça. L'idée, c'était de donner au management ses notes de noblesse universitaire. D'accord ? Ce n'était pas le cas en France. Donc on a fait venir des gens qui venaient du management des États-Unis avec une culture recherche opérationnelle. Et à l'époque, on se disait, oui, alors attention, il va quand même falloir encadrer tout ça. Donc on va mettre des économistes, des juristes, des mathématiciens, des informaticiens. Et le management sera au croisement de toutes ces disciplines. C'est comme ça que c'est né et c'est pour ça qu'on a un établissement qui est particulièrement pluridisciplinaire. Voilà, c'était une parenthèse, je sors un peu du sujet. Ensuite, évidemment, la Fondation nous accompagne pour accompagner des transitions, quand il y a besoin d'investir de manière assez conséquente pour accompagner une transition, que l'établissement n'a pas les budgets pour, que, encore une fois, chacun des laboratoires pris individuellement sera peut-être réticent pour les accompagner. Donc là, la Fondation peut nous accompagner. Là, on rentre dans l'accompagnement sur les axes stratégiques. Donc comme tout le monde, on a dû prendre le virage de l'IA. En 2018, on a créé un programme qui s'appelle Dauphine numérique, pour à la fois développer la culture et la recherche sur l'IA dans toutes les disciplines. En maths et en info, ils n'en avaient pas tellement besoin parce qu'ils étaient déjà dessus très fortement. Mais en management, en économie, en droit, en sciences sociales, en sociologie, pardon, et en sciences politiques. Et on voulait faire ça du point de vue de la recherche et aussi du point de vue de l'enseignement. Et là, la Fondation nous a accompagnés parce que on a trouvé assez facilement, je pense comme tout le monde à l'époque, des mécènes au début, parce que les entreprises se posaient les mêmes questions de transition. Qu'est-ce que c'est l'IA ? Comment on va l'utiliser ? Comment ça va révolutionner ? Etc. etc. Donc ça continue, c'est un programme qui perdure depuis 2018, mais c'est vraiment l'accompagnement de la Fondation par une levée de fonds, la recherche de mécènes qui nous a largement aidé à prendre le virage. Et puis après, comme on fait partie de l'Université Paris Sciences et Lettres, on a aussi monté des programmes au niveau de Paris Sciences et Lettres, mais ça a été une brique fondamentale sur laquelle on a pu ensuite s'appuyer. L'innovation à Dauphine, c'est quelque chose d'important. Alors nos collègues enseignants-chercheurs ou chercheurs n'ont pas forcément la culture du brevet dans nos disciplines qui sont plutôt SHS ou alors maths. Voilà, les matheux, ils font des maths, ils ne font pas des brevets. En tout cas pas chez nous. Par contre, il y a cette appétence pour l'innovation, cette envie de pousser à l'innovation. Et en 2012, a été décidé de créer un incubateur. Et encore une fois, si la Fondation n'avait pas aidé à la création de cet incubateur, on n'aurait pas pu le faire. Donc, ce qu'a fait la Fondation, c'est apporter du financement en personnel, apporter du financement pour pouvoir faire des prêts d'honneur. Je crois que c'est plus de 2 millions de prêts d'honneur au total qui a été fait depuis cette époque. Et puis nous, on a apporté les locaux, on a apporté aussi du personnel, on a apporté nos chercheurs pour accompagner. Et je parlerai souvent des alumni. Les alumni ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Et de toute façon, je vais revenir sur ce point dans une seconde. Voilà, un troisième exemple qui fait vraiment l'ADN de Dauphine, de ce qu'est Dauphine aujourd'hui, qui est vraiment très important parce que c'est très important pour les personnels de Dauphine. C'est le fait qu'on ait une université qui est très sélective. En plus, on a des droits d'inscription. Mais vous voyez, les droits d'inscription sont des droits d'inscription modulés. Ça dépend du revenu du foyer fiscal de rattachement. Et donc, ça va de 0 à... Je ne vous donnerai pas les chiffres. Mais en tout cas, l'idée, c'est que même pour les plus riches, c'est très raisonnable. Voilà, c'est ça. C'est dans notre ADN. Et Dauphine a voulu aller plus loin. Et en 2009, on a créé le programme Égalité des chances, qui est un programme dans lequel on aide des lycéens et des lycéennes. Donc, c'est 2500 heures de cours, en gros, qui sont injectées chaque année en première et en terminale. Dans 42 lycées partenaires, c'est plus de 850 lycéens et lycéennes qui sont bénéficiaires. Et l'idée, c'est de les booster, de leur donner un coup de boost pour élever leur niveau. Et puis après, parmi tous ces lycéens et lycéennes, il y en a un certain nombre qui vont venir à Dauphine, c'est moins de 10% des gens qu'on soutient. Et puis les autres, ils ne viendront pas à Dauphine, mais de toute façon, peut-être qu'ils ont envie de faire de la physique. C'est pas grave, ils iront à Orsay ou à Sorbonne Université ou dans une grande école d'ingénieurs.
mais on les aura aidés, on leur a d'une certaine manière mis les pieds à l'étrier. Et puis une fois que les étudiants, pour ceux qui arrivent à Dauphine, ils viennent de milieux un petit peu défavorisés. Et quand ils arrivent à Dauphine, ils arrivent dans un environnement un petit peu différent, donc ils perdent un petit peu leur marque. Et donc là, il faut continuer à les accompagner. Et ça, on le fait grâce à la Fondation. Alors, c'est du mentorat, tutorat, c'est des semaines de révision, juste pour eux, etc. Et c'est quelque chose de très important, financé par la Fondation. Et là, les alumni à l'international jouent un rôle. Ce sont des bourses de mobilité. À Dauphine, en 3e année de licence, vous avez 2/3 des étudiants qui sont en management qui font un semestre à l'étranger. Et donc, les étudiants qui sont boursiers ou qui viennent du programme Égalité des chances, ou qui sont les deux d'ailleurs, on a envie qu'ils puissent profiter de cette potentialité d'aller à l'étranger comme les autres. Et donc, s'ils en ont envie, on essaye de financer des bourses de mobilité d'un semestre. Voilà, ce sont des exemples. Donc voilà des exemples d'actions que nous faisons. Et puis, oui, un point très important, c'est que, et ça, on en est vraiment très, très fiers, et encore une fois, ça, on ne pourrait pas le faire sans la Fondation. Le principal frein à l'accession à un enseignement supérieur de qualité choisi, tout le monde le sait, c'est le logement. Le logement, et donc la Fondation a investi très tôt dans des résidences étudiantes. Donc, ce sont 2 résidences étudiantes qui ont été acquises par la Fondation. C'est 210 logements. Au total, Dauphine arrive à offrir 800 logements avec des accords différents avec des bailleurs sociaux. Et les résidences jouent un rôle particulier parce que ce sont de vraies résidences étudiantes avec des espaces communs, avec des espaces de laverie, des espaces de cuisine communs. Les étudiants ont un petit appartement, enfin un studio, mais ils ont des espaces communs. Et donc, quand vous mettez dans des résidences comme celle-ci des étudiants qui viennent de milieux un petit peu défavorisés, assez rapidement, ils vont s'entraider. Donc, il y a une forme d'émulation qui se crée. Donc, ce n'est pas simplement les loger quelque part dans Paris, c'est les mettre ensemble et créer une dynamique. Et ça, c'est quelque chose de fantastique et on a très envie, n'est-ce pas, Pauline, de continuer à investir dans des résidences universitaires. Voilà. Et puis, alors, pardon, je n'avais pas prévu de mentionner énormément l'étranger, mais évidemment, il y a des déclinaisons de ces programmes à Londres, sur notre campus de Londres, à Tunis, et puis on fait ça aussi aux États-Unis. Et puis on a créé cette année un nouveau campus à Dakar, donc on commence à travailler. On a des alumni, ces différents endroits, une communauté d'alumni très importante. Et peut-être juste pour faire une petite incise sur ce point-là, typiquement les alumni qui sont à l'étranger, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont envie de financer quelque chose qu'ils vont voir. Tout à l'heure, quelqu'un mentionnait le fait d'envoyer des chercheurs pour donner des nouvelles de l'université. C'est un petit peu la même chose. Ils veulent voir du concret. Et donc, typiquement, financer des bourses de mobilité, que ce soit pour aller faire un semestre délocalisé, que ce soit pour aller faire un stage, c'est ça qui leur plaît, parce qu'ils vont voir les étudiants. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément des gens qui seront prêts à donner pour Dauphine Paris, d'une certaine manière, mais ils seront prêts à donner pour des choses qui se passent à côté de chez eux. Donc, on essaie de cultiver ça. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Là, je voudrais plutôt parler comment on interagit entre université, fondation et réseau des alumni. Alors d'abord, il est évident, je pense pour tout le monde, que les synergies doivent être très fortes. Il faut les organiser. Pardon, j'ai perdu le fil. Pardon. Donc justement, je voulais revenir sur l'incubateur et le programme d'innovation. On pourrait dire, très bien, la Fondation nous a aidés à créer un incubateur. L'incubateur est porté par la Fondation, on est content, on a un incubateur. Mais si vous faites ça, ça ne marche pas très bien en fait, parce qu'il faut l'alimenter cet incubateur. Il faut l'insérer dans des réseaux. Donc on n'a pas fait que ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des cours obligatoires en licence sur l'entrepreneuriat. C'est toute une politique, c'est pas juste créer un incubateur, en fait, c'est de pousser les étudiants à entreprendre. Donc on crée des cours obligatoires en licence en entrepreneuriat, en première et deuxième année, en troisième année, ils peuvent suivre des cours là qui sont optionnels de spécialisation. Et puis après, on a 2 parcours de master qui sont dédiés, un plutôt côté entrepreneurial, l'autre plutôt intrapreneuriat. On a mis en connexion, évidemment, l'incubateur, c'est très naturel, ça, avec les alumni. On a un certain nombre d'alumni qui ont créé des entreprises et ils participent à l'activité de l'incubateur, ils viennent aider, apporter des conseils. Dans le réseau des alumni, on a un club Business Angel, ça tombe bien. Donc ils peuvent apporter sinon financer eux-mêmes, au moins apporter des conseils sur le financement. Et puis, il y a différentes étapes. Et puis,
tout en chapeau, on a un pôle universitaire d'innovation qui a été créé au sein de Paris Sciences et Lettres. Dauphine est membre de Paris Sciences et Lettres avec l'ENS, l'École des Mines et d'autres beaux établissements. Donc c'est tout un écosystème qui a été créé et on est même allé plus loin. Depuis 2 ans, on a ce qu'on appelle la House of Entrepreneurship, qui est un petit peu la vitrine, la porte d'entrée de l'entrepreneuriat enfin en interne et en externe à Dauphine, et qui est là pour essayer de mettre tout le monde en synergie, de s'assurer que les actions sont coordonnées. Alors, c'est par des discussions, hein, on ne donne pas d'ordre, évidemment, mais en tout cas, s'assurer qu'on va tous dans la même dynamique, et puis essayer de combler les trous si on voit qu'il y a des trous dans cet écosystème. Voilà, alors évidemment, fondation et université doivent être parfaitement alignés. Ça paraît évident. Enfin, je crois savoir que ce n'est pas toujours le cas, donc je préfère le redire. En tout cas, chez nous, ça fonctionne très bien. C'est important, évidemment, parce qu'on représente finalement la même institution. Il n'y a pas la Fondation Dauphine et l'Association des alumni. Il y a Dauphine, en fait. Et donc, même si on a des entités différentes, et je vais compléter ce propos tout à l'heure, évidemment, il faut qu'on véhicule les mêmes messages. Et puis, aligné aussi au sens où on peut contacter typiquement des mécènes entreprises ou des entreprises pour différentes choses. Pour des relations liées aux formations de Dauphine, par exemple l'apprentissage, négocier le reste à charge. Et ça va être de plus en plus dur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme les aides à l'embauche ont beaucoup baissé, le travail va être de plus en plus compliqué. Mais on va avoir une grande entreprise pour négocier le reste à charge. Et le lendemain, on va aller voir la même entreprise pour financer une chaire, par exemple, la chaire Femmes et Sciences, parce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là. D'accord ? Et donc, évidemment, si on ne se coordonne pas, on ne sait pas ce que fait les uns et les autres, ça pose des problèmes. Donc, il faut évidemment que tout ça soit parfaitement coordonné. En même temps, je pense qu'il est très important que chacune de ces actions soit incarnée par des personnes différentes. Autrement dit, la Fondation, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, présidente Dauphine, qui a décidé qu'on allait essayer de monter une chaire avec un tel ou un tel. Quand on parle relations partenariales avec une grande entreprise, c'est la direction de la relation entreprise qui y va, et éventuellement la vice-présidente des relations entreprises de l'université qui va au rendez-vous. Là, on va faire de la négociation. On va négocier. Quand on parle de mécénat, de financement d'une opération de mécénat, c'est Pauline, c'est Vincent Montagne, le président de la Fondation. Et puis moi, ils me prennent de temps en temps dans leur bagage parce que quand même les entreprises aiment bien voir le président, mais c'est eux qui ont le leadership. Donc pour nous, la vision, c'est à la fois une incarnation très forte des différentes entités. Il y a un président de l'association des alumni, il y a une déléguée générale, il y a un président de la fondation, il y a une directrice, et puis il y a un président de l'université avec ses vice-présidents. Et je pense que c'est très important de ne pas être sur le même registre quand on va voir des partenaires éventuels pour des choses qui sont complètement différentes. Ce ne sont pas les mêmes ressorts de financement. D'un côté, on négocie, de l'autre côté, on essaie de convaincre, de séduire, de montrer que ce sont de belles actions. Voilà. Et puis tout ça, ça se fait aussi, donc je l'ai dit plein de fois, hein, mais avec l'association des alumni, à Dauphine, on a à peu près 115 000 alumni. C'est un réseau qui est très, très, très dense, beaucoup de monde à l'international, comme les écoles qui étaient représentées tout à l'heure, hein, c'est un réseau aussi de haut niveau. Donc c'est vraiment des gens sur lesquels s'appuyer, et puis on sait que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Voilà, donc aujourd'hui, la Fondation à Dauphine, en tant qu'université, on a commencé à créer une fondation très tôt par rapport à d'autres. C'est beaucoup moins répandu dans le monde universitaire que dans le monde des écoles. C'est un levier très puissant, mais pas simplement un levier d'accompagnement stratégique, j'insiste vraiment là-dessus. Encore une fois, il y a un certain nombre d'actions qui sont portées par la fondation, qui sont l'ADN de Dauphine. Dauphine pourrait vivre sans ces actions, mais si on ne les avait pas, Dauphine serait autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est quand même très, très puissant. Voilà. Alors maintenant, si on se projette sur l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va se projeter vers les grandes universités américaines. Alors, on n'a pas du tout la même culture. En même temps, je peux vous dire que... oui, parce que j'ai oublié de dire quelque chose, pardon, je reviens un peu en arrière. Dans les universités, ce n'est pas une culture très développée d'aller chercher de l'argent, de faire des levées de fonds. Et même à Dauphine, je pense qu'il y a 5-6 ans, le président de Dauphine ne serait pas allé demander de l'argent et essayer de vendre autre que
non monétairement, disons, les actions de la fondation. Il les aurait mises en valeur, etc. Mais le mot pensez à nous soutenir quand vous serez en emploi et que vous en aurez les moyens, bah, ce n'était pas dans la culture. Maintenant, c'est quelque chose qu'à Dauphine, on fait systématiquement. Et quand je dis qu'on a des incarnations différentes, fondation, alumni, université, mais qu'on travaille complètement ensemble, bah, ça veut dire que quand on fait une réunion de rentrée, quand on fait une remise de diplôme, quand on fait une cérémonie des vœux, eh bien, il y a le président de l'université, il y a la réunion de présentation de la fondation et des alumni. Et le président de Dauphine dit un petit mot à ses futurs étudiants en leur disant « pensez à nous soutenir ». D'accord ? Donc on travaille vraiment ensemble et on essaie de travailler aussi notre réseau tant qu'il est encore chez nous. C'est très important. Alors maintenant, si on regarde du côté des États-Unis, bah là, les fondations financent vraiment les universités. Elles ne financent pas des actions ou des virages stratégiques. Non, elles financent largement les universités. Et évidemment, en France, on n'y est pas du tout. Alors, c'est ni dans la culture des universités. Vous voyez ce que je vous disais sur Dauphine il y a 5-6 ans. Et alors, ce n'est pas du tout dans la culture du grand public. Ceci dit, on pourrait bien y arriver. D'abord, peut-être sous la contrainte, d'une certaine manière, et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, je pense qu'on peut y arriver. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la culture française qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a pas de raison. Les gens donnent pour la santé, par exemple. Ici, on parle de santé aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne donneraient pas pour l'enseignement et pour la recherche, d'une manière générale? Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait y être amené? Tout simplement parce qu'on est depuis des années en sous-investissement en matière de recherche. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin, on est à 2,3%, même pas à 2,2% du PIB d'investissement en matière de recherche, là où on a une cible de 3. L'Allemagne est à 3,2, les États-Unis, la Belgique, la Suède sont à 3,5. On sous-investit depuis des années dans la recherche. Maintenant, on sous-investit aussi depuis quelques années, mais ça commence à compter pour beaucoup dans l'enseignement supérieur. Entre 2021 et 2024, il faut avoir en tête que c'est à peu près 800 millions de dotations pour charges de services publics qui ont disparu en termes réels, et qu'en face, il y a eu une augmentation de charges massives avec ce que sait très bien faire l'État, transférer les charges sur ses opérateurs, et typiquement les charges salariales. Bon, il y a eu un petit redressement là sur la dernière copie budgétaire, mais on était à peu près entre les plus et les moins, on était à peu près à 1,5 milliard, ce qui correspond à 10% quand même du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est vraiment une diminution des moyens qui est extrêmement conséquente. Et je vous passe le manque d'attractivité, alors qui concerne moins les écoles, mais vraiment les universités. Manque d'attractivité, il faut juste que tout le monde se rende compte que le point d'indice n'a quasiment pas été bougé depuis 2010 et que ça représente plus de 20% de perte de pouvoir d'achat, là où en 2010, on n'était déjà pas très compétitif sur les salaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Alors les chercheurs vivent de sciences et d'eau fraîche. Mais il y a un moment, il faut quand même que le soir, ils rentrent quelque part, puissent ouvrir une porte éventuellement avec des enfants. Ça coûte de l'argent. Et vu le niveau scientifique qu'on a en France, je pense qu'on va avoir des départs si on ne redresse pas le tir. Alors, on a un programme Choose France pour faire venir des Américains, mais le problème, c'est qu'ils risquent d'aller plutôt à l'ETH à Zurich. Et que nos chercheurs français les plus brillants font déjà ça d'ailleurs. Mais ça pourrait très bien s'accélérer. Et donc, il y a vraiment un besoin de financement des universités, donc ça peut passer par énormément de moyens différents, mais évidemment, ça pourra passer par le mécénat, mais cette fois-ci un mécénat non fléché, pour financer globalement les universités. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire que les gens auraient envie de le faire? D'abord, il faut passer quelques messages. L'enseignement supérieur, la recherche, et même l'éducation au sens large, c'est un bien commun. Comme la santé, en fait. La recherche en santé, les hôpitaux, c'est un bien commun. Alors, à la fois, c'est pour tout le monde et en même temps, c'est pour personne tant qu'on ne s'en sert pas. Mais c'est pareil pour l'enseignement. L'enseignement, on a un peu une culture en France où on dit c'est pour les étudiants, en fait. Et pour les parents qui sont contents que leurs enfants soient dans une bonne école ou dans une bonne université et trouver leur voie. Et donc, finalement, ils devraient payer. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ces étudiants-là, demain, seront les collaborateurs de nos entreprises. Ils travailleront dans les ministères. Alors, je ne parle même pas de l'aspect culturel, mais mettons collaborateurs d'entreprise. Donc, en fait, c'est quoi? C'est les gens qui vont faire à la France gagner de l'argent demain. C'est notre compétitivité. Je ne sais pas si vous avez lu cette tribune de Patrick Artus qui faisait le lien, qui essayait d'analyser la perte de productivité en France, et il donnait 3-4 critères plutôt. Et le premier critère dont il parle,
c'est la dégradation des conditions d'apprentissage à l'école, au collège et au lycée. C'est le premier. D'accord ? L'éducation, on le sait, c'est un investissement dans l'avenir. Il y avait récemment une tribune d'Aguillon qui parlait de la souveraineté. Lui, même pas sur la compétitivité, c'est encore un cran au-dessus. La souveraineté française. Et il disait, si on n'investit pas dans la recherche, dans l'enseignement, souveraineté française, il n'y en a plus. Et vous savez, c'est une réalité, ça. C'est une vraie réalité. Quand j'étais jeune, alors je dois être à peu près dans la moyenne d'âge, enfin peut-être un peu au-dessus, j'en sais rien. Mais... en tout cas, quand j'étais jeune, je regardais la télé et je voyais des entreprises françaises qui allaient en Chine. J'ai rien contre les Chinois, hein, mais qui allaient en Chine. Et la question, c'est, on installait une usine là-bas et la question, c'était, on négociait le transfert de technologie. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'on fait l'inverse. En 30 ans, les rôles se sont inversés. On essaye de récupérer la technologie chinoise. Et vous savez ce que m'a dit un collègue récemment ? Il m'a dit, qu'il va souvent en Chine, il a un exécutif MBA là-bas, etc. Bon, il connaît beaucoup de monde. Il m'a dit, mais tu sais, les Chinois, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, ils nous font le transfert de technologie parce qu'ils ont tellement peur que le marché européen s'écroule qu'ils nous, voilà, ils nous tiennent sous perfusion. Vous vous rendez compte quand même, en 30 ans quand même, ce qui s'est passé. Et ça, c'est simple, les Chinois investissent massivement dans la recherche. Ils appellent universités et écoles à aller former les Chinois sur place, parce qu'ils ont des tas de jeunes à former, et ils n'y arrivent pas. Ils continuent. Voilà, donc bon, peut-être essayer de convaincre les gens, d'avoir un aspect stratège. Il me reste combien de temps ? J'ai le temps de faire une digression ou pas ? Politiquement complètement incorrect. J'ai le temps ? État stratège. Vous avez entendu parler du Crous à 1 €. Donc le Crous, c'était à 1 € pour les étudiants boursiers, à 3,30 € pour les autres. Le Crous à 1 €, ça coûte 60 à 80 millions, ça dépend des chiffres qui circulent. Combien vous avez payé pour les résidences étudiantes ? On fait 3-4 petites résidences étudiantes avec ça, par an. Et c'est quoi le problème des étudiants ? Les étudiants qui ont les moyens, ils payent 3,30 €, il n'y a pas de problème. Le problème pour les étudiants, c'est le logement, justement. Voilà, donc avoir un État stratège. Et si l'État n'est pas stratège, c'est comme pour la santé. Si l'État ne finance pas suffisamment la santé, il faut réussir à convaincre les gens de financer, et il y a des gens qu'on arrivera à convaincre. Alors, pour convaincre les gens, il faut que les présidents d'université, si je parle que des universités, se retroussent les manches, par contre, et cette culture. Et puis, il faut commencer, et ça, c'est un travail qui est déjà entamé, il faut commencer par expliquer ce que sont vraiment les universités. Quand on parle des universités, on ne parle que de l'échec en licence. L'échec en licence, c'est qui est organisé par l'État. Les licences, c'est la seule chose qui n'est pas sélective. Et on pousse les étudiants à rentrer dans les licences et on dit au président de l'université, ouvrez grand, d'accord, pour ne pas avoir de problème au moment de Parcoursup. Bon, on ne parle que de l'échec en licence. Mais les universités, c'est 80% de la recherche publique. Les labos CNRS et autres, ils sont dans les universités, essentiellement. Les masters de pointe en technologie, ils sont dans les universités. Les étudiants qui sortent des grandes écoles, pour une bonne partie, ils viennent faire une dernière année dans les universités. C'est pas pour rien, parce que c'est là qu'il y a les masters de pointe de technologie. Le droit, la médecine, les mathématiques, bon, les maths intéressent personne, mais enfin, on est quand même à l'ère de l'IA, donc formation par la recherche, tout ça, c'est dans les universités. Et puis, on peut être fier de nos universités. Vous prenez Saclay, aujourd'hui, c'est le 13e rang mondial dans le classement de Shanghai. C'est les premiers en mathématiques, c'est les 6e en physique. PSL, on est 20e. C'est pas mal. 20e en physique, on est 34e en classement de Shanghai. Sorbonne Université, c'est autour de la 47e place. Et PSL, parce qu'on a cette sélection des étudiants, on est en tête dans tous les classements, on est 28e dans QS, dans THE, on est très bien placé, etc. Donc voilà, on a ces pôles, ça a été volontaire, la création des IDEX, on a ces pôles universitaires qui sont au premier rang mondial. Donc on a de quoi faire briller nos universités et donner envie de les financer. Et puis, ça, c'est pour les gros poids lourds. Mais dans les régions, les universités, ça fait vivre l'économie locale aussi. Ça contribue au tissu industriel local. Il y a une étude récente qui a été faite en région. 1 € investi dans une université en région, ça rapporte 2,6 € à la région. Voilà. Donc les gens peuvent se poser des questions. Ils ont perdu leur poste, ils ont perdu leur gendarmerie. Bon, peut-être pas qu'ils perdent leur université en plus. Et puis évidemment, il faut qu'il y ait un accès pour tous à l'enseignement. Bref, tout ça pour dire qu'on a de quoi donner envie d'aider les universités, soit pour des actions qui les aident à faire mieux
La particularité de Dauphine par rapport aux autres universités, c'est qu'on va chercher énormément de ressources propres pour essayer de faire mieux, pour avoir un encadrement un peu plus serré des étudiants, pour proposer plus de choses. Pour faire mieux, peut-être même pour les faire vivre. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui sont en très grandes difficultés. Mais évidemment, il faut que les universités, les présidents d'universités s'en emparent, commencent à faire le travail. Et on sait que c'est un travail qui est extrêmement long. On ne fait pas une levée de fonds comme ça, du jour au lendemain. Ça se prépare, ça prend du temps, il y a énormément d'échecs. Il faut s'investir et il faut, pour certains, sans doute commencer à travailler, pas pour eux-mêmes, au sens où ils ne verront pas forcément réellement l'aboutissement de ce qu'ils vont lancer, mais pour les générations futures, comme nous, on profite aujourd'hui des résidences étudiantes que mon prédécesseur, Laurent Batch, a décidé d'acheter il y a 15 ans. Voilà, je voudrais vous féliciter pour votre travail parce que je sais que c'est un mot de conclusion. Je sais que c'est un travail qui est pas facile, je l'ai dit, on a des échecs, on a parlé des galas à l'étranger, c'est très dur à monter. Alors après, on a aussi du reward, mais le reward n'arrive pas tout de suite. Donc parfois, on a un petit peu de démobilisation peut-être. Mais voilà, c'est un travail long, il faut être patient, il faut investir. Et vraiment, j'encourage mes collègues des universités à commencer le travail aujourd'hui. Merci beaucoup.